Je m'appelle Philippe Enroth, je suis responsable de la recherche chez ITO33, qui est une société qui vend des logiciels un peu spécialisés de finance un peu quantitative. On a une grande spécialité sur les obligations convertibles en particulier. Les clients qui sont des gros hedge funds, qui sont des gros fonds et des banques également. On fait ça depuis les années 2000. Donc c'est un peu une niche, hein. Et depuis quelques années, on regarde justement on nous a demandé de regarder nos clients, hein, nous ont poussé à regarder les titres réglementaires issus par les banques, plus récemment aussi par les assurances d'ailleurs. Et donc on suit ça, et c'est un peu ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Indépendamment d'ITO 33, je suis aussi enseignant, professeur à HEC, où j'enseigne un programme de master, de MBA, ainsi de suite. Finance, bien sûr. Voilà. Donc, Iman, je ne sais pas s'il faut encore attendre. J'attends votre feu vert. Nexialogue. Alors, on va démarrer. Et puis, les gens rejoindront s'ils ont besoin. Donc, je vais vous parler du capital réglementaire. Désolé, une remarque, mes présentations sont en anglais. On a des clients français, hein, mais la majorité de ce qu'on fait est en anglais. Donc, je suis un peu désolé de vous montrer des transparents en anglais. Je vais commencer en 4 points en gros, hein. Je vais commencer par vous donner le cadre réglementaire un peu général. Certains connaissent peut-être, mais je vais rappeler un peu les grandes lignes de Bâle 3. Et puis on parlera des points principaux qui décrivent les instruments réglementaires issus par les banques. On vous donnera un exemple de calibration jointe. Je vous montrais hier Intesa San Paolo. Puis on parlera, si on a le temps, des probabilités de Béline pour finir. Le cadre de Bâle 3, alors, c'est à l'issue de la dernière crise de crédit 2008-2009. Hein. L'idée, c'est de donner un cadre. Le cadre n'est non contraignant d'ailleurs, mais qui doit être implémenté par toutes les sociétés adhérentes, enfin tous les pays adhérents à Bâle 3, c'est-à-dire tout le monde autour du monde. Hein. C'est à la différence d'ailleurs de Solvency 2 qui n'est que l'Europe, Bâle 3 a l'avantage d'être donné des directions communes au monde entier. Donc, c'est appliqué ensuite par chaque pays à sa sauce. Bâle 3 préconise que les recommandations sont uniquement limitées à ce qu'ils appellent les banques actives internationalement. Alors, l'Europe dit c'est toutes les banques, donc chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais le Japon, par exemple, a une lecture beaucoup plus limitée. Et si vous êtes une banque qui n'a pas de succursale à l'étranger au Japon, vous ne tombez pas sous le coup de Bâle 3. Donc, on se rassure, Sumitomo a une succursale en Corée, donc tout va bien. Mais si Sumitomo n'avait pas de succursale à l'étranger, il ne suivrait pas les recommandations de Bâle 3. Enfin bref, voilà. Donc, Bâle 3 propose, entre autres, hein, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'émission de titres réglementaires AT1 et T2, quasi equity. Et la grande idée, c'est dans la négociation qui s'est entretenue après le bail-in des banques par les États, les banques centrales voulaient que les banques émettent plus d'actions, d'equity. Les banques n'étaient pas très chaudes et on s'est mis d'accord sur des objets un peu hybrides qui sont à T1 et T2, qui fonctionnent un peu comme des bonds, mais qui ont la particularité d'être d'être potentiellement transformables en equity, soit par principal write-down, soit par transformation en equity, par conversion, si au moment où le régulateur pense que la banque n'est plus viable. Donc c'est ce qu'on appelle le point of non-viability, hein, où la banque centrale décide d'intervenir. Ça, c'est commun à tous ces actifs réglementaires. Il y aura ça pour tous les actifs réglementaires. Bâle spécifique à un AT1 peut être action ou obligation, enfin dette ou action, n'est pas obligé d'être equity. Par contre, si c'est une dette, l'avantage de la dette, c'est bien sûr le gain potentiel en taxes. Hein. Si c'est une dette, on doit avoir un mécanisme de conversion sur un trigger, ce qu'on appelle le COCO.
Donc, toutes les AT1 qui sont dettes ont un COCO. Et on appelle ça les COCO bonds, et c'est un terme assez populaire, hein, contingent conversion. Donc, en plus de l'intervention du régulateur qui peut intervenir un peu quand il veut, à son jugement, on a pour les COCO un trigger explicite dont on va parler bientôt. Tous ces objets sont très subordonnés, AT1 étant plus subordonné que T2. Pas de garantie, aucun collatéral, bien sûr. Les AT1 doivent être perpétuels et ne peuvent pas être appelés avant 5 ans. Et les dividendes ou les coupons, en fonction si c'est de l'action ou de l'obligation, doivent être discrétionnaires. Donc, ils peuvent s'arrêter sans effet cumulatif, hein, donc c'est non cumulatif. Donc, il y a un risque. C'est un peu des objets un peu particuliers parce que ce que vous touchez peut être nul à l'infini, puisque c'est perpétuel. La banque peut s'arrêter de payer quand elle veut. Et en plus, soit par trigger, soit par action de la Banque centrale, vous pouvez en gros tout perdre à tout moment. En échange de ça, bien sûr, vous touchez un coupon fort sympathique et important, qui est, dans bien des cas, trop important pour ne pas accepter. Donc bien sûr, les fonds d'investissement sont très intéressés par des rendements importants. Les T2 sont un peu plus sûrs, un peu plus comme des bonds, donc c'est toujours des bonds. Pas d'obligation d'être perpétuelle. Maturité doit être au minimum 5 ans, subordonnée aux AT1. Peut pas être appelé avant 5 ans, pas de step-up. Donc ça, c'est la différence des hybrides que vous pouvez connaître dans d'autres industries. Par contre, il n'y a pas de COCO obligatoire sur les T2. Alors, il y a eu des T2 qui ont été émis avec COCO. Un exemple, c'est Crédit Agricole, tout au début. Mais depuis fort longtemps maintenant, on n'a plus vu de Tier 2 qui soit avec des features de COCO. Donc, on peut, je pense, à part quelques exceptions, oublier. Et puis, les coupons doivent être payés, le non-paiement étant un événement de crédit. Ce n'est pas le cas, on a vu, pour les AT1. Voilà, l'implémentation dans le monde, je ne vais pas faire tous les pays, mais en gros, l'US et Canada, enfin l'Amérique du Nord se détachent du reste. Là-bas, ce ne sont pas des liabilities, ce ne sont pas des dettes, ce sont des preferred shares, donc il n'y a jamais de COCO, puisque ce n'est pas obligatoire pour BAL 3. Hein. En gros, BAL 3 a fait ce carve-out pour l'Amérique du Nord. Donc c'est des prefs, non-cumulative pref shares. Et les dividendes, recettes sont réactualisés en gros aux US tous les 3 mois Libor. Ce que ça va devenir maintenant après la fin de Libor, c'est une question. Hein. Et au Canada sur les 5 ans gouvernementales. Une spécificité, on reviendra là-dessus, du CDS d'Amérique du Nord, c'est qu'ils sont tous sans clause de restructuration. Et donc, ils suivent tous une définition 2014 sans restructuration. On verra pourquoi c'est important ce détail. Le reste du monde, et là je vais un peu vite bien sûr, mais dans le reste du monde, les banques émettent comme AT1 des bonds, et donc le ratio, le trigger est sur un ratio de CET1, hein, sur Risk Weighted Asset, qui est au minimum, BAL 3 l'exige, 525, et très souvent c'est 525. Hein. On a parfois des ratios de 7%. Les coupons reset à peu près très souvent sur du mid-swap 5 ans. Par contre, dans le reste du monde, c'est-à-dire en dehors de l'Amérique du Nord, on revient au CDS. Les CDS sont écrits avec des clauses de restructuration. Ça veut dire que pour les CDS 2014, le bail-in réglementaire, donc vous avez le plan de vie, la Banque centrale qui intervient, ce bail-in-là, et pas le COCO, hein, le bail-in uniquement du réglementaire, est considéré comme un événement de crédit. Ce qui n'est pas le cas pour les CDS 2003. Donc, c'est une différence entre les CDS 2003 et 2014. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, les deux existent et on a des par market, des bid-ask sur à la fois les CDS 2003 et les CDS 2014. Intéressant parce que ça permet aussi pour nous de calibrer ou de mesurer à travers les CDS les probabilités de bail-in réglementaire en tout cas. Oui, la Chine, mais c'est un détail, on pourrait faire d'autres pays.
les bonds étaient perpétuels, n'étaient pas autorisés avant janvier 2019. Et depuis, donc avant, c'était que des equity, des AT1. Et maintenant, depuis que Bank of China a eu le droit, et tout le monde le fait maintenant, la Chine émet des cocos, des bonds, comme AT1. Hein. Bon, mais ça, c'est un peu un cas particulier. L'Australie est aussi un cas particulier. Je ne vais pas faire le tour de l'ensemble du monde. Hein. Mais je pense que c'était important de voir la distinction, surtout de l'Amérique du Nord. Je vais vous présenter les principaux problématiques de ces objets. Il y a 5 points principaux hein, qu'il va falloir modéliser. Hein. Je vous présente les objets, puis ensuite il va falloir vous montrer comment on a choisi de modéliser tout ça. En fait, un bon modèle qui couvre ces titres doit, à mon avis, rendre compte de ces 5 problèmes. Les triggers, la torsion, bien sûr, la mécanique un peu complexe des coupons, des resets des coupons et des calls, le fait que les coupons soient à risque, pour les AT1 en tout cas, et bien sûr, le défaut. Vous voyez, ça fait quand même beaucoup d'éléments, beaucoup de pièces qui bougent, et la question, c'est est-ce qu'on peut faire un modèle un peu cohérent qui rende compte de tout ça? Alors, je vais aller un petit peu rapidement pour vous montrer simplement la fin. Quand on aura tout fait, voilà ce qu'on va produire. Ce qu'on appelle une waterfall, hein. Ça montre un peu, vous voyez, 105,48, la valeur que vous voyez, Coco Value, tout à la droite de l'écran, c'est la valeur du modèle une fois calibré. 265,95, c'est un AT1 de BNP, hein, donc c'est la valeur de l'ensemble des coupons s'il n'y avait aucun risque. Donc, pas de risque de crédit, pas aucun risque. Et donc, actualisé à la courbe en euros. Voilà, 265,95. Et puis, à 265, vous voyez que le crédit subordonné retire 74% de valeur. Ensuite, le fait que les coupons soient en risque, 18. Le fait que le réglementaire, la réglementation, enfin, la Banque centrale puisse intervenir à tout moment, 32. Non, pardon, 32, c'est le contractual, c'est le COCO, pardon. La banque, c'est très faible, 0,16, la Banque centrale. Et puis, finalement, une autre dimension de risque dont on va parler, qui est un peu complexe, c'est le fait que ces objets peuvent être appelés. Et donc, le call, bien sûr, réduit la valeur du bonds. Et dans ce cas-là, c'est 35,90. Donc, vous voyez comment on peut, avec un modèle que je vais vous présenter bientôt, créer cette décomposition de valeur qui vous montre d'où vient cette valeur de 105,48. Donc, c'est pour vous montrer un peu le résultat final, en gros. On va revenir dessus. Bon, le trigger. Donc, je vous rappelle qu'il y a 2 formes de trigger, hein, pas aux US, parce qu'il n'y a pas de coco aux US, on a vu, mais chez nous, il y en a. Le trigger coco, qui est basé sur une valeur comptable, hein, et puis le trigger du régulateur, on a vu au point de non-viabilité, hein, point of non-viability, point de vie. On a eu un exemple, Banco Popular, 2016, je crois, hein. La Banque centrale est intervenue un peu à la surprise générale. Je répète que les CDS 2014 chez nous ont une clause de restructuring et donc le regulatory bail-in est considéré comme un défaut. Et bien sûr, du coup, on ne sera pas surpris de voir que les CDS 2014 ont des prix en spread supérieurs aux ceux de 2003 qui n'incluent pas le bail-in réglementaire comme un événement de défaut. Voilà. Bon, on va aller vite là-dessus. On verra tout à l'heure comment on fait. On va aller vite là-dessus. Oui, AT1 sur sujet O2. Les preferred shares US que, bien sûr, au réglementaire. Les T2, très peu de T2 en écoco. Je crois que j'ai dit tout ça. C'est bon, on va passer à l'absorption. Alors, l'absorption est obligatoire, hein, elle est laissée par balle à la discrétion de l'émetteur. On peut choisir entre principal write-down ou conversion en equity. Alors, principal write-down, ça peut être temporaire et ça peut être partiel. Donc, il faut regarder dans chaque mémorandum. Typiquement, tout ça, très compliqué à modéliser. Nous, on va modéliser que, en fait, au moment du write-down, tout est perdu. Mais effectivement,
beaucoup de mémorandums vous disent que le write-down ne sera en fait qu'en fonction de ce qui est requis par la Banque centrale. Et puis le jour où ça ira mieux, ça pourra remonter. Bon, on n'y croit pas trop, hein. Je crois que personne n'y croit trop, le fait que ça puisse être partiel. Je pense que si la Banque centrale intervient, c'est qu'il y a un gros problème et probablement tout le capital réglementaire va disparaître. Conversion en equity, soit prix fixe, soit en fonction du prix au moment de l'événement, mais toujours avec un floor qui évite des dilutions infinies, hein. Donc en réalité, on pense bien qu'au moment de la conversion, le prix sera très faible, donc le floor sera activé, et donc la perte au moment du bail-in sera substantielle. Par exemple, Banco Popular, il y a eu conversion en equity, oui, mais dommage parce que toute l'equity a été vendue pour 1 euro. L'ensemble de l'equity, hein, pas par action. Donc 0. Et donc, equity conversion sympathique, mais sans doute que la bonne modélisation, c'est également 0. Voilà. On passe à la partie peut-être la plus un peu complexe, les coupons et les calls. Alors les coupons, comme c'est des objets qui sont, pour les AT1 en tout cas, perpétuels, il y a un reset bien sûr, périodique, souvent tous les 5 ans. Mais tout est possible là, mais souvent c'est tous les 5 ans, parfois sur les spreads de swap, parfois sur du Libor 3 mois, parfois sur du gouvernemental, enfin on a beaucoup de choses qui se font, hein. Mais de toute façon, il y a toujours une forme de reset. On se rappelle, les step-ups sont interdits, hein. Et puis oui, je vous rappelle que les banques émettent dans beaucoup de monnaies différentes. Par exemple, HSBC a émis en livres, en euros, en USD, en Singapour, en dollars singapouriens, et ainsi de suite, hein. Alors, les calls, la partie sympathique. Les calls sont toujours présents pour les AT1 parce que c'est perpétuel, je vous rappelle, hein. Par contre, ils ne sont pas toujours présents pour les T2. Il y a des T2 boulettes, hein, qui n'ont pas de call. C'est un peu rare, mais ça existe, hein. On a vu que les calls ne sont jamais avant 5 ans. Et très souvent, ils sont, en tout cas pour les AT1, périodiques, hein. Toujours à des dates qui coïncident avec des dates de coupons. On voit des coupons, des calls continus apparaître, mais ce n'est pas la norme, hein. Et puis le prix est toujours fixe, et comme c'est à une date de paiement de coupon, il n'y a pas en général de problématique de coupons courus. Alors l'extension, le risque d'extension est un vrai problème. C'est un des problèmes majeurs que pose la T1, c'est qu'il y a quand même une probabilité que le COCO, la T1, ne soit pas rappelé par l'émetteur au premier call. Pourquoi? Réfléchissons ensemble, le prix descend en dessous de 100, est-ce que l'émetteur a envie de vous rappeler à 100? C'est pas très clair, hein. Normalement, il ne devrait pas le faire, mais certains considèrent qu'il y a un gentleman agreement dans le marché, c'est sans doute vrai, qui dit qu'une banque doit se comporter bien, et bien se comporter, ça veut dire rappeler à la première date possible. Les banques centrales ne sont pas du tout d'accord avec cette vision des choses, et elles rappellent que le call ne peut se faire qu'avec leur accord et que si la banque est capable de se refinancer correctement. On a eu des exemples récents, je vais en parler bientôt, hein, où les calls n'ont pas été activés. Donc, la modélisation de ce call est compliquée. Il y a certains modèles font le choix de dire que le call la maturité effective des AT1, c'est le premier call. C'est, je pense, une erreur. Certains disent que le call n'existe pas et que c'est perpétuel, c'est aussi une erreur. La réalité, c'est que le call est stochastique, c'est-à-dire que c'est une solution à un problème complexe. Et le problème complexe de risque, c'est que justement, le bond AT1 devient avec une duration plus longue parce qu'il n'est pas rappelé quand le prix baisse, c'est-à-dire quand le crédit est mauvais. Donc, vous voyez, c'est un peu la double peine, hein. Au moment où le bond n'est pas en bonne santé, c'est justement là où vous aimeriez être appelé, ben non, dommage, vous le gardez pour longtemps. Donc c'est un vrai risque, hein. Le calcul de ce risque pour un objet perpétuel, on pourra en reparler, enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais c'est un point fixe un peu compliqué à résoudre.
encore faut-il avoir un modèle idoine. On reparlera ça dans quelques minutes. Donc oui, le risque d'extension, on a eu des cas récents. Santander est un cas célèbre, en février 2019, quand même 1,5 milliard d'euros, ce n'est pas un détail. Et puis, depuis le Covid, bien sûr, il y a eu des exemples, Deutsche Bank, Areal et Lloyds, par exemple. Par contre, Banco Santander, c'était avant le Covid, et le marché pensait que le call allait être joué, parce que gentleman agreement, puis Banco Santander a simplement dit non. Non, parce que c'est une période où se refinancer, c'était pas facile, et donc la valeur enfin, c'était pas optimal du tout pour Santander, et donc avec l'accord et le soutien de la Banque centrale espagnole, Santander n'a pas rappelé. Donc voilà, la complexité. Est-ce qu'il faut pricer, comme on dit, price to call, price to perp, c'est-à-dire en pensant que c'est jamais collé? Ben non, ni l'un ni l'autre. Il faut un modèle un peu intelligent qui sait déterminer quand sera de façon aléatoire la bonne période pour coller. C'est ça la complexité, une des grandes complexités de la modélisation, à mon avis, des cocos. Il y a une quatrième problématique qui est celle du risque sur les coupons. Donc pas les T2 mais les AT1, c'est ça la grande différence entre les AT1 et les T2. Le coupon ou les dividendes des AT1 peuvent être soit réduits, soit tout à fait annihilés et ne pas être payés par l'émetteur. Ça ne crée pas un défaut, et il n'y a pas aucune promesse, aucune capacité d'être payé le montant perdu. Donc tout ce qui est perdu, tout ce qui n'est pas payé est perdu. Non, ça ne veut pas dire qu'en bien sûr, à un moment, la banque pourrait se remettre à repayer, mais elle ne vous doit rien sur la période où elle n'a pas payé. Le régulateur, bien sûr, peut forcer le non-paiement des coupons, en particulier s'il n'y a pas assez d'ADI, Available Distributed Item, où il y a un bridge des buffers. Donc il y a des règles, en tout cas en Europe, sur assez mécaniques, qui rendent le risque sur le coupon tangible. Donc c'est la grande différence, quelque part, qui explique le risque entre les AT1 et les T2. Alors, je ne parle pas encore de modèles comme on va modéliser ici, mais on fera ça dans 2 minutes. Donc, je reviendrai là-dessus. Et puis, le dernier thème important qu'il va falloir modéliser, c'est bien sûr le risque de défaut, qui est toujours là. C'est pas si évident. Pourquoi? Évidemment, ça paraît évident qu'un bond subordonné est un risque de défaut. Pourquoi? Parce que beaucoup considèrent que le défaut ne va jamais intervenir. À mon avis, c'est une erreur. Simplement parce que dans leur vision, le bond aura été sujet à un bail-in avant qu'il y ait défaut. Et c'est sans doute ce que souhaite la mécanique souhaitable. On imagine qu'il y ait un bail-in avant le défaut, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Rien ne l'impose. On peut très bien avoir un événement majeur qui fait que la banque n'a pas le temps d'aller en bail-in et va directement à la case départ, à la case prison, défaut. Donc je pense que le défaut doit être modélisé. D'ailleurs, il est pris en compte par les CDS. Il y a bien une problématique de défaut en plus des problématiques de bail-in qu'il va falloir, encore une fois, modéliser. Bien. Alors, je vais vous montrer comment on choisit de modéliser tout ça à la faveur d'un exemple. Et la complexité et la beauté des cocos, c'est qu'en fait, si on veut être robuste, il faut faire une calibration jointe. Et c'est quelque chose qui est un peu particulier pour la finance, parce que c'est fait rarement, en fait. Curieusement, d'ailleurs, parce que ça paraît un peu naturel, mais très peu de modèles font des calibrations jointes. Qu'est-ce que je veux dire par des calibrations jointes? Beaucoup de gens font des modèles qui sont calibrés sur un bond. On veut pricer un bond, on a un modèle pour un bond. Le problème, c'est qu'une banque comme Intesa San Paolo, mais BNP ou HSBC ou Barclays ou plein d'autres banques, grosses banques, émettent plein de titres réglementaires, 20, 30, parfois plus. On voit mal pourquoi on aurait un modèle différent pour chacun des titres. Vous voyez, ce n'est pas très sain. Donc, on aimerait avoir un modèle joint, c'est-à-dire un modèle qui rende compte de l'ensemble des titres réglementaires émis par la banque, de façon un peu robuste.
Complexité, c'est que c'est pas facile. L'avantage, c'est que si on réussit, on a quand même à la fois un modèle qui doit être un peu robuste, et puis la capacité de voir parmi les titres réglementaires, peut-être ceux qui sont surpricés, sous-pricés, enfin valeurs relatives, et ainsi de suite. Donc voilà l'exercice. Et par calibration jointe, il y a non seulement, alors on va suivre le cas d'Intesa, hein, c'est un exemple du 28 février, donc très récent, parce que je fais des calibrations quotidiennes, hein, donc voilà un exemple qu'on vient de faire. Non seulement on a 10 AT1 et 18 T2, hein, tier 2, donc beaucoup de monde à calibrer, vous voyez en des monnaies différentes, mais on a aussi 3 courbes de CDS, 8 CDS ISDA 2014, et puis comme je vous l'avais signalé avant, des CDS 2003, seniors et subordonnés. Voilà. Il y a une raison technique, pardon, hein, je n'en ai pas parlé, pour laquelle on ne regarde pas les seniors 2014, c'est parce que, en plus de tout ça, senior 2014 a une catégorie de risque qui est un peu différente. C'est-à-dire que le bail-in ou le défaut des juniors n'impacte pas forcément les seniors. Donc, c'est un risque à part. Hein. Bon, pour le modéliser, c'est encore un peu de complexité supplémentaire. Donc, moi, je me limite à la calibration des titres subordonnés pour le moment. Donc, je n'ai pas regardé les seniors 2014. Voilà. Donc, il va falloir trouver un modèle, que je vais vous présenter dans quelques secondes, qui rende compte de tous ces petits amis au même moment, de façon jointe. Je vais vous montrer le modèle, puis on va en discuter. Et puis après, je vais vous montrer dans quelques secondes après comment ça marche. Et si ça, effectivement, on arrive à calibrer de façon satisfaisante. Et donc, ce que je vais vous proposer, pour répondre, vous vous souvenez, aux 5 thèmes de calibration, hein, je vais vous proposer en fait un modèle à régime de crédit. Principalement, en fait, la problématique des titres réglementaires bancaires, c'est un problème de crédit, et pas un problème, de dérivés. Enfin, ces objets ne sont pas des dérivés sur le prix de l'action. Pourquoi je dis ça? Les premiers modèles, et les modèles qui existent encore d'ailleurs, qui à mon avis ne sont pas bons, sont des modèles qui considèrent que le trigger du coco, par exemple, s'obtient au moment où le prix de l'action passe au-dessous d'une barrière. Barrière qu'il va falloir bien sûr calibrer, parce qu'elle n'existe pas, cette barrière. Il n'y a aucun trigger sur le prix. Mais un bon proxy, c'est se dire que c'est une barrière sur le prix. Alors, nous qui venons chez Ito 33 de l'equity credit, des convertibles, et ainsi de suite, c'était naturel de faire ça. On nous a dit, vous n'avez qu'à faire ça, c'est ce que font les gens et ça a l'air de marcher. Donc, on a essayé pour se rendre compte que ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que ça ne va pas le faire pour évaluer les CDS. C'est très difficile de calibrer de façon jointe. Et puis, il y a des tas de problèmes qui s'empilent les uns après les autres parce que, comme vous avez vu, il n'y a pas qu'une seule dimension de trigger. Il y a 2 sortes de triggers, alors qu'on n'a qu'un prix. Il y a le risque sur les coupons. Il y a plein de choses qui s'ajoutent qui ne sont pas modélisables facilement avec un modèle sur le prix. Et puis finalement, cerise sur le gâteau, vous avez beaucoup de banques Rabo, mutuelles, les Cajas en Espagne, les Landesbank en Allemagne, qui n'ont pas d'actions listées. Donc, évidemment, il y a d'actions, mais vous n'avez pas de prix. Et donc, un modèle sur le prix d'une action qui n'existe pas, enfin, dont le prix n'existe pas, ça devient plus que périlleux. Donc, je vais vous présenter ici un modèle forme réduite qui ne parle pas du prix du sous-jacent, mais qui ne regarde que la structure de crédit. Donc, c'est un modèle à régime avec des transitions en temps continu. Et donc, vous voyez, pourquoi il y a 3 régimes? On aurait pu en mettre 4 ou 5 ou 2. 3 parce qu'en fait, ça marche bien, donc c'est purement empirique. Hein. Et dans bien des cas, ça nous suffit. Enfin, dans tous les cas qu'on a regardés, ça nous suffit. C'est vrai que dans certains cas, 2 suffit, mais bon, on s'est permis de la liberté d'en avoir 3. Et en fait, vous partez du régime 1, qu'on va considérer comme le régime actuel, et on va considérer qu'il y a une cascade, et que du régime 1 à un moment aléatoire, avec un processus de poisson, avec une certaine intensité. Ce que vous voyez ici, c'est l'intensité du régime 1 à 2. Vous voyez, 0,745. Donc ça, c'est l'intensité d'un saut de poisson qui vous amène du régime 1 au régime 2. Et puis, de la même façon, quand vous êtes au régime 2, on peut aller au régime 3.
Alors, on pourrait imaginer une structure markovienne beaucoup plus complexe entre 3 régimes avec toutes les transitions possibles, mais on s'est rendu compte qu'en fait, c'est beaucoup de paramètres à calibrer et beaucoup d'instabilité, et qu'en fait, une simple cascade 1 vers 2 puis 2 vers 3 marche bien et est robuste, avec pas beaucoup de paramètres. Chaque régime est défini par une probabilité de défaut, ce que vous voyez dans le premier pavé, donc 0,41 par exemple, ou 0, c'est-à-dire très faible probabilité de défaut dans les régimes 1 et 2. Et c'est vraiment dans le régime 3, vous voyez là, où on a une probabilité de défaut, une intensité de défaut, c'est un poisson également, hein, c'est un modèle à forme réduite, donc à tout moment, le défaut peut intervenir. Les paramètres que vous voyez, c'est pas qu'ils sortent pas de ma tête, hein, c'est pas moi qui ai essayé à la main, ça a été calibré par l'ordinateur qui essaie de trouver les meilleurs paramètres pour rendre compte de l'ensemble des titres dont j'ai parlé précédemment, c'est-à-dire les CDS et les COCO. Vous voyez donc ensuite qu'on va calibrer, alors la sub, la recovery des subs est passe à 0, donc on considère qu'en cas de défaut, tous les objets subordonnés CDS et AT1 tier 2 vont à 0. Par contre, ce n'est pas le vrai pour les seniors, et c'est important parce qu'on va calibrer aussi, rappelez-vous, les seniors 2014 hein, sur les CDS. Donc, le modèle trouve un niveau de recovery de 48%, ce qui paraît pas totalement déraisonnable. Et finalement, eh ben, je vais passer un peu de temps sur le pavé du bas, qui explique vraiment la modélisation de la partie spécifique des titres réglementaires. Dans chaque régime, vous voyez, on va décrire la possibilité d'avoir un bail-in réglementaire ou contractuel qui apparaît de façon aléatoire, encore une fois par des poissons indépendants, et encore une fois par des intensités. Vous voyez en rouge, c'est les paramètres que je ne calibre pas parce que en fait, Intesa est une banque qui marche très très bien et qui n'a pas de problème aujourd'hui, donc on peut laisser les paramètres aujourd'hui à 0, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas forcément vrai pour toutes les banques, hein. Si vous calibrez Monte dei Paschi di Siena aujourd'hui, le régime 1 est un régime perturbé, comme vous pouvez l'imaginer. Mais Intesa ou Barclays ou BNP, le régime 1 actuel est un régime où il y a pas du tout de problème. Par contre, régime 2, vous voyez que c'est un régime de crédit dégradé, et dans ce régime, il y a une probabilité non nulle d'avoir un bail-in du régulateur ou contractuel. Et puis régime 3 également. Et puis finalement, la dernière colonne, le coupon, eh bien, c'est un exemple d'ailleurs où Intesa n'a pas de, d'après la calibration, hein, le calibrateur a décidé qu'en fait 100% ça marchait bien, mais c'est un cas particulier. Il y a d'autres exemples où on trouve des 95%, 92%. Ça veut dire que par exemple, si c'était 92%, ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans le régime 2, en moyenne, vous ne toucherez pas 100% des coupons, mais vous toucherez 92% des coupons. Vous voyez, 92% du temps. Une façon un peu simple de modéliser le fait qu'il y a un risque sur les coupons dans ces régimes 2 ou 3 potentiels. Et vous voyez ici, la calibration a décidé de ne pas mettre de risque sur les coupons. Par contre, d'en mettre un sur le régime, sur le contractuel et le régulatory. Bien. Donc, je vais passer un peu de temps pour vous expliquer les paramètres. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 paramètres calibrés par le modèle et qui rendent compte, vous rappelez-vous, de 24 CDS, 10 AT1 et 18 T2. Et bien maintenant, je vais vous montrer l'évolution dans le temps. D'abord, ce que ça veut dire, c'est cette diffusion markovienne. À gauche, vous voyez les probabilités, le bleu, c'est le régime 1, et donc évidemment, on part du régime 1, donc il part à 100%, et vous voyez qu'avec le temps, le régime 2 devient plus probable, et puis ensuite, c'est le régime 3 qui gagne en valeur. Et donc, à horizon, je me cache un peu, à horizon 5 ans, c'est le régime 3 qui va dominer, le régime 1 a pratiquement disparu. Et puis à droite, sur une autre échelle, beaucoup plus faible bien sûr, vous avez la probabilité de défaut. Vous voyez, au bout de 3 ans, on est presque à 2,7% cumulé hein, d'avoir fait défaut. Voilà. Ensuite, je vous montre comment les 24 objets CDS ont été calibrés. Rappelez-vous qu'il y avait les 3 courbes, sub 2014, sub 2003 et senior 2003. Sans surprise, donc en point de base, hein, et ce que vous voyez, je me cache un peu, ce sont les mois, donc on va jusqu'à 120 mois, c'est-à-dire 10 ans. Donc sans surprise, le sub 2014 est plus élevé
que le sub 2003, parce que rappelez-vous que la différence, c'est que le sub 2014 voit le bail-in réglementaire comme, comme un défaut, ce qui n'est pas le cas du 2003, ce qui justifie cette différence. Ce qui nous permet aussi de calibrer les paramètres du bail-in réglementaire, vous voyez. Et finalement, le senior 2003, lui, mais il a sa recovery à 43%, ce qui justifie qu'il est plus faible que le senior, que le sub 2003. Donc, les petites barres, pardon, ce sont les bidasques qu'on récupère de Markit. Et vous voyez que la ligne, ce sont, excusez-moi, j'aurais dû commencer par ça, les lignes et les points, c'est le modèle une fois calibré. Donc, c'est l'intégration dans le temps de cette chaîne de Markov en temps continu. Si vous l'intégrez, vous calculez le prix des CDS, et si je ne me suis pas trompé dans mes calculs, vous avez ces courbes de CDS. Voilà, donc je suis pratique, je crois que je suis à peu près dans les CDS un peu partout, peut-être que juste en bordure peut-être de bidasque pour certains cas. Et puis finalement, alors c'est un peu, alors je me déplace un peu, les 18, enfin combien on avait, enfin les AT1 et les T2, les 20 quelque chose là, la liste de tous les titres réglementaires émis par Intesa San Paolo et ses filiales. Union di Banche Italiane, qui est rachetée, bon, c'est une filiale, elle est émise aussi également. Donc, ce que j'appelle le fit, c'est que le modèle, par exemple, ici, donne un prix de 109, alors que le prix est 107,25, 107,75. Et si vous faites la distance au bidasque, le plus proche, eh ben, c'est 1,4. Donc, idéalement, bien sûr, tout serait nul. Et si tout est nul, ça veut dire que je serais dans le bidasque, le modèle serait dans le bidasque partout. Vous voyez qu'en fait, il est parfois au-dessus, parfois en dessous, avec des différences qui ne sont jamais trop importantes. Maximum, c'est 2,5. Et donc, ce que moi je juge une assez bonne calibration. Et ça vous permet de voir qu'il y a, d'après ce modèle, quels sont les titres qui sont plutôt en train de peut-être surévaluer, sous-évaluer. Est-ce que j'ai peut-être du mal à considérer qu'il y a des opportunités d'arbitrage, mais peut-être qu'il y a des opportunités de valorisation. Vous voyez, 91 est un peu en dessous de 93, alors qu'ici, on est un peu en dessus. Voilà. Alors, je vais me concentrer, pour ne pas tous regarder, je vais regarder les AT1 et je vais me concentrer à quelques statistiques. Donc, je vous rappelle les FIT. Ça, c'est les AT1 qu'on vient de voir. Enfin, certains AT1, je ne sais pas tous, mais les maturités les plus proches, enfin, les calls les plus proches, pardon. Et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est parce qu'on fait plusieurs calculs intéressants, enfin, une fois que le modèle est calibré. En particulier, une colonne qu'on calcule, c'est ce qu'on appelle le price to call. Le price to call, c'est le prix si le modèle imposait que l'AT1 était collé à la première date de call. Donc, je vous rappelle, c'est ce que font pas mal de modèles. Pas mal de modèles sans vergogne disent on évalue au call. Et d'ailleurs, il y a une notion de yield to call dans le marché qui correspond au fait qu'on va considérer que tous les AT1 ont une date de maturité qui est le premier call. Et vous voyez que dans certains cas, la différence est faible. 104,96, 104,94 au marché, vous voyez, donc on y est pratiquement. Mais dans certains cas, la différence est bien plus substantielle. Par exemple ici, si j'évaluais au call, je serais à 98, alors que mon modèle me dit que je suis à 91. Vous voyez, donc c'est quand même assez substantiel, et parfois c'est très substantiel. Donc ça vous montre des... Oui, je vous en prie. Excusez-moi. On voit pas votre souris. Je suppose que vous êtes en train de montrer ici et là parfois, mais je vois pas d'indicateur de pointeur. C'est pas grave, je ne crois pas que je sois capable de montrer la souris parce que c'est pas partagé, c'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Je voulais vous montrer, mais je vais vous mais bien sûr de me rappeler que j'ai pas de souris. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? C'est que quand vous regardez la quatrième ligne, donc le 3,75, vous voyez, Libor plus 410, on a un price to call de 98. Vous voyez, alors que le marché est à 94 et le modèle est à 91. Donc, erreur significative si vous évaluez le modèle comme étant toujours collé. Alors,
il y a une autre colonne que je vous ai ajoutée là pour vous montrer, c'est ce qu'on appelle l'extension probability, c'est la probabilité d'être étendue. C'est-à-dire, attention, probabilité d'être étendue en considérant que la banque va réagir de façon optimale et rationnelle. Donc je ne modélise pas, parce que je ne sais pas comment faire d'ailleurs, le gentleman agreement qui dit que bien que le prix soit à 98, je vais quand même rappeler à 100 parce que je veux être gentil avec mes investisseurs. Ça, on ne le modélise pas. Par contre, si vous êtes à 102 et que le prix est 100, bien sûr, vous êtes rappelé. Donc, ce que montre le modèle, c'est que pour ce bond dont j'ai parlé, la quatrième colonne, là, le 375, 375 Libor 410, c'est-à-dire qu'il est fixe à 375, et puis au reset, il va devenir Libor plus 410. Eh bien, il a une probabilité d'extension qui est très importante, 88%. Ce qui explique aussi pourquoi le prix du call, le price to call est si mauvais. C'est qu'en fait, d'après moi, enfin d'après le modèle, il serait optimal pour Intesa San Paolo de ne pas rappeler. Donc, il y a un vrai risque d'extension. Vous voyez? Il y a un vrai risque d'extension qui, dans ce cas-là, est très important. Mais si vous regardez l'avant-dernière colonne, la probabilité d'extension est très, très faible, 3%. Sans surprise, ça veut dire qu'il y a 95% de chance, 14% de chance qu'on sera collé. Et bien sûr, le price to call de 102-112 est très proche et pas loin de la valeur du modèle. Ça paraît assez logique. Voilà. Donc, oui. Allez-y, Antoine. Petite question. Il y a peut-être quelque chose que j'ai mal compris. En fait, je ne comprends pas pourquoi le prix du… Parce que le price to call, la colonne price to call, c'est on force le call alors que dans le cas standard, on a le choix, c'est ça? Absolument. Le cas standard, la solution est faite de façon optimale. Dans le price to call, c'est comme si la maturité, c'était le call à 100, enfin au pair. D'accord. Dans ce cas, je ne comprends pas pourquoi une contrainte supplémentaire augmenterait le prix du… Il y a quelque chose que j'ai peut-être pas compris. Oui, parce que je voyais dans l'autre sens. Oui, c'est un peu compliqué. C'est une bonne question. Alors, s'il n'y a pas d'extension, c'est bien. Si on reprend le cas du 88%, hein, donc je reprends le cas de ma quatrième ligne. D'accord. Dans ce cas-là, s'il y a extension, c'est bien parce que le prix au moment du call sera dans toutes les probabilités en dessous de 100. Vous voyez? Ok. Oui. Et c'est bien le problématique d'ailleurs, c'est que c'est au moment où votre AT1 n'est pas folichon, parce que ça ne se passe pas très bien, et vous êtes étendu. Alors que si vous dites que tout d'un coup, il est rappelé à 100, là, c'est forcément beaucoup plus sympathique pour la valeur, vous voyez? D'accord. Ok. C'est ça l'effet, en fait. Hein, c'est ça l'effet. Et d'ailleurs, je vais vous montrer l'effet sous un autre angle. Si je reprends ce bond dont on parle, donc c'est bien le même, hein, le 5,3, vous voyez, donc on parle bien du quatrième, hein, le même dont je viens de parler, là, 88%. Eh bien, si je calcule ce que j'appelle la waterfall, hein, vous voyez qu'il y a très peu de valeur perdue à cause du call de l'émetteur. Donc c'est un peu curieux. Hein. C'est pas bien d'avoir une extension, mais d'un autre côté, ça ne réduit pas la valeur du bond. On se comprend. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le call n'est pas activé, donc il n'a pas de valeur. Donc en fait, la valeur perdue est très faible et vous voyez que dans ce cas-là, donc 91, c'est la valeur du modèle en vert à droite, alors que 94, c'est le marché. Donc le marché n'est pas exactement égal au modèle, hein, mais vous voyez que subcredit 142, je ne monte pas le base interest rate, sans doute parce que, oui, je sais pourquoi, parce que c'est en euros, l'euro a des taux proches de zéro, et donc si vous calculez la valeur en euros des coupons à l'infini, la valeur c'est 600, 700, et ça détruit tout le graphique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je décidais pour l'euro de ne pas les montrer. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Par contre, dès que vous mettez du crédit, la valeur tombe tout de suite à 142. Il n'y a pas de valeur perdue pour coupon cancellation. Vous rappelez-vous que dans le modèle, il n'y a pas de risque sur les coupons. Hein. Mais c'est simplement que la calibration n'en a pas besoin. Par contre, il y a un petit peu de contractual bail-in et beaucoup de regulatory bail-in. Et là, je suis assez confiant parce que, rappelez-vous que j'ai le backup des CDS pour me justifier dans ma calibration sur regulatory bail-in. Hein, vous vous rappelez? Et je vais vous montrer autre chose maintenant. Je ne sais plus lequel j'ai choisi. Je crois que j'ai choisi justement l'avant-dernier. Donc, rappelez-vous, l'avant-dernier, c'est
ça se finit par 381. Si je regarde monsieur 381, c'est bien lui, hein, qui dans sa probabilité d'extension est 3%. Eh bien, tout d'un coup, ça veut dire quoi que la probabilité d'extension est 3%? Ça veut bien dire qu'il y a beaucoup de chances que vous soyez rappelé. Et donc, si vous êtes rappelé, c'est bien que le prix du bond est au-dessus de 100, on est d'accord? Parce que c'est optimal pour la banque de vous rappeler, justement parce que le prix du bond est au-dessus de 100, et donc vous perdez 20. Enfin, ça, c'est le modèle qui le dit. La perte correspondante due à l'activation du call par l'émetteur vous fait une perte de 20. Et c'est un peu curieux ce call, parce qu'on ne sait plus trop si c'est bon ou pas bon. C'est clairement, vous voyez ce que je veux dire, l'extension n'est pas sympathique, mais le call vous fait perdre de la valeur. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu un sujet compliqué. Mais Antoine, vous êtes bien d'accord sur la mécanique maintenant, hein? Oui, c'est clair. Merci beaucoup. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs? Le temps tourne et n'hésitez pas s'il y a des choses qui n'ont pas été très claires. Oui, peut-être une question sur justement ce regulatory buy-in. Si je comprends bien, ça correspond à la clause de point de non-viabilité, c'est ça, Tout à fait. du régulateur. Absolument. Donc, le cas que vous avez évoqué sur Banco Popular en 2016. C'est ça. Rappelez-vous qu'en 2016, Banco Popular avait un niveau de CET1 bien supérieur, je crois, il est qu'à 525, hein, le ratio. Il devait être, je ne sais pas, à 7-8%. Enfin, c'était pas du tout un problème. Seulement, la Banque centrale a considéré qu'il y a un problème de liquidité. Et vous savez qu'un problème de liquidité, ce n'est pas la même chose qu'un problème de solvency, hein, de taille d'equity. Et un problème de liquidity, c'est un problème, c'est une façon qui permet à la banque de fermer. Vous voyez, la problématique, c'est que c'est compliqué à modéliser. Oui, c'est ça, justement. Ma question, c'était celle-là, c'est qu'en fait, ça paraît, comme il n'y a pas de clause en fait, qui permet de définir ce point, contrairement aux autres critères. Du coup, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris comment vous arrivez à le modéliser. Est-ce que c'est ces histoires de CDS avec les deux types de CDS, un qui inclut la clause de viabilité et l'autre non, c'est ça? Alors, bonne question. Donc, c'est tout à fait, je ne vais pas vous… Voilà ce qui se passe. C'est qu'en fait, effectivement, je n'ai pas de machinerie complexe pour expliquer comment la Banque centrale arrive à sa décision. Je n'essaie même pas de rentrer dans le débat. Hein, ça va être extrêmement compliqué, je pense que c'est un peu futile. Par contre, ce que je fais, c'est ce qu'on appelle un modèle de forme réduite. Je dis qu'à n'importe quel moment, un regulatory bail-in peut arriver, vous voyez, et en fait modélisé par un poisson, un processus de poisson. Vous voyez ce que c'est un processus de poisson? C'est un saut qui peut arriver à n'importe quel moment, avec une certaine intensité. Vous voyez? Oui. Cette intensité, elle est, dans mon cas, modulable en fonction du régime. Bon, c'est un peu… Donc, elle n'est pas fixe. Mais pour simplifier, on pourrait imaginer, pour comprendre, qu'elle soit simplement un seul chiffre fixe. Vous voyez ce que je veux dire? Et la question, c'est que vaut ce chiffre? Que vaut cette intensité? Puisque je ne la connais pas, et bien, plutôt que de la deviner, je la découvre en essayant de la calibrer sur à la fois les CDS et justement les AT1 et les T2. Vous voyez? Et c'est là où les AT1 et les CDS sont sympathiques, c'est que justement, la seule explication de la différence entre les CDS 2014 et les CDS 2003, c'est justement le fait que l'un voit un bail-in réglementaire comme un défaut et pas l'autre. Et donc, je peux en déduire l'intensité implicite de cette courbe, vous voyez, qui rend compte de cette courbe. Mais effectivement, je n'essaie même pas de rentrer dans la tête de la Banque centrale. Je pense que c'est un peu ça n'a aucun sens. Et donc, il faut donc qu'il existe pour la banque en question les deux types de CDS pour pouvoir estimer… Non. Je ne vous cache pas que la raison pour laquelle je vous présente Intesa San Paolo, c'est justement parce que j'ai plein d'infos et c'est sympathique. Mais dans certains cas, on n'a pas toute l'information. Et dans certains cas, l'information est mauvaise. C'est rare, mais ça existe. Donc, il y a du travail. Mais assez fréquemment, il n'y a pas d'information. Ce n'est pas toujours, je veux dire. Mais c'est quand même dans, disons, allez, la moitié des cas, ou peut-être les 2/3 des cas qu'on regarde. Quand il n'y a pas d'information, ce n'est pas très grave. Il y a quand même l'information des AT1 et des T2. Vous voyez? D'accord. Et donc, on essaie à partir de là de recalculer des CDS pour voir s'il y a la tête qu'ils ont, et ainsi de suite. Mais plus il y a d'informations, moi, je prends tout ce qui est disponible. Vous voyez? Donc, je prends tout ce que vous me donnez, enfin, tout ce qui existe, en gros.
Et en général, ça marche bien. Les cas où ça ne marche pas, c'est assez patent. Il y a des cas où les CDS que me donne Markit font clairement pas bon. Donc mes problèmes, c'est qu'il faut les regarder un par un. D'accord. D'accord, ça répond à votre question? Oui, oui, très bien, très bien. Et donc, je me posais aussi une autre question sur la partie modèle. Est-ce que vous avez une fourchette d'incertitude autour du prix donné par le modèle? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Il y a le bidasque, bien sûr, mais ce n'est pas une fourchette d'incertitude. Non, non, mais c'est une bonne remarque. Je ne vois pas trop comment, j'ai jamais trop réfléchi à ça. C'est une bonne question, c'est une très bonne question. Mais non, non, je ne fais pas ça. Mais ce n'est pas ridicule, c'est pas une demande ridicule en tout cas. Ouais. Bah, c'est une demande, souvent les asset managers, effectivement, on leur demande d'encadrer le prix des cocos et de pouvoir estimer si le prix de marché pourrait être anormal, même effectivement, puisque c'est devenu un produit complexe, les cocos, depuis quelques années, on peut leur demander de forcer le prix de la coco. Et donc, le besoin d'avoir une fourchette autour du prix peut être vraiment quelque chose d'important. Je prends votre remarque comme… je n'ai pas de réponse tout de suite, mais c'est tout à fait intelligent, oui, tout à fait. Ce que je fais par contre, c'est par rapport à votre question, hein, mais c'est quelque chose de différent. Je calcule quelque chose qui est sympathique, qui est… Je vais expliquer pourquoi c'est sympathique, qui est une structure de Béline. Donc ça, ce que je vous présente là, c'est pour… Une fois que c'est calibré, hein, c'est la probabilité de Béline intégrée en fonction du temps. Alors, en points de base, vous voyez, en 5 ans, il y a 1900 points de base, en un an, il y a 260 points de base, ainsi de suite. Bon. Pourquoi je vous présente ça? C'est parce que ça, c'est une statistique objective. Imaginons qu'un jour, il n'y ait plus de prix de coco. Vous voyez? Je vous rappelle que la réglementation vous impose d'avoir un modèle qui vous permet de générer des prix. Oui, intéressant. Comment générer des prix à partir de rien? Moi, ce que je vais vous demander, c'est le jour où il n'y a plus d'informations parce que le marché a un vrai problème, je vais vous demander de rentrer comme input une probabilité au moins de Béline. Et je vais calibrer dessus et je vais sortir des prix, vous voyez, cohérents. Mais vous ne pouvez pas me demander de sortir des prix d'AT1 et de T2 à partir de rien. Ce n'est pas raisonnable. Il faut bien que je me raccroche à quelque chose. Et le quelque chose sur lequel je pense qu'il fait sens, c'est la probabilité de Béline, alors à 5 ans, à 1 an, comme vous voulez. Vous voyez, vous allez me dire, bon, il y a eu un choc, hier c'était à 260 bases, maintenant ça va être 300, je vais mettre 300 dans le modèle, je vais calibrer dessus, et je vais vous sortir les prix correspondants. Vous voyez? Donc cette probabilité de Béline, je la considère un peu comme l'équivalent de la vol implicite sur les marchés des options, quelque part. Vous voyez? Un paramètre qui rencontre, qui est objectif, c'est-à-dire qui ne dépend pas du modèle. Un modèle différent, je ne prétends pas que le modèle que je vous ai montré soit le seul et unique et ainsi de suite, hein, mais un modèle différent qui valorise les cocos doit pouvoir dire quelque chose sur la probabilité de Béline. Enfin, neutre au risque, hein, on se comprend, d'évaluation. Et ça doit être quelque chose que vous devriez pouvoir échanger avec le régulateur, vos investisseurs, si vous êtes gérant de fonds ou ainsi de suite. Ou avec un analyste, vous voyez, ça devrait être une statistique objective sur lesquelles les gens devraient pouvoir partager. C'est pour ça que je la mets un peu en valeur. Alors que je suis premier à le dire, que personne n'a envie de discuter de la probabilité de l'intensité du regulatory bail-in dans le régime 2. Vous voyez, le régime 2, c'est tout à fait geeky, ça correspond à mon modèle, pas forcément au modèle du voisin. Ça, je veux bien croire, et je suis d'accord. Par contre, une fois que le modèle est fait, produire une probabilité de bail-in intégrée, ça me paraît une statistique intéressante. Et d'ailleurs, j'ai déjà vu faire ça par des chercheurs de la Banque du Japon, qui utilisent un modèle que je ne donne pas parce que c'est un modèle sur le prix, hein, donc c'est un vieux papier, c'est un modèle sur le prix avec une barrière sur le prix et tout, mais ils utilisaient le modèle pour en sortir une probabilité de bail-in intégrée. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt sympathique. Et ils mettaient ça en avant comme une variable un peu objective. Donc c'est un peu mon message final là-dessus, c'est que j'aimerais que ça se devienne, oui, c'est après les contacts, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais ça tombe bien parce qu'il est 20 h,
c'est un peu mon message final, c'est que j'aimerais bien, indépendamment bien sûr de l'adoption du modèle, ce qu'on fait nous, hein, pour la petite histoire, on calibre tous les soirs à peu près 200 banques à travers le monde, et on livre à nos clients les résultats de la calibration. Donc on récupère des prix de Refinitiv, on récupère des marques de market, des prix de CDS, on fait notre tambouille et on fait ces calibrations. Toutes les nuits, hein, en gros. Voilà. Donc, c'est pas tellement le modèle, enfin si, les problématiques du modèle, ça, je suis très content qu'on en parle, mais j'aimerais que cette idée de probabilité de Béligne devienne un standard, quelque part. Je ne sais pas si vous êtes d'accord sur cette... partager cette vision des choses. Il est 20h, donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires, des questions, je crois qu'on va... moi, je suis disponible, hein, donc on peut continuer un peu. Oui. Antoine, je vous en prie. Alors, tout d'abord, merci beaucoup pour votre conférence, que je trouvais très intéressante. J'ai 2 petites questions. Alors, la première, plutôt une question d'expérience, parce que bon, je débarque avec quelques mois d'expérience seulement. Donc, la question, ce serait, vous avez mentionné que pour je crois les titres AT1 Oui. perpétuels Oui. ont toujours un call. Alors moi, on m'a dit l'inverse. Alors, on m'a dit l'inverse. On m'a pas dit l'inverse pour les AT1, on m'a dit en général les perpétuels n'ont pas toujours un call. On m'a dit ça aujourd'hui. Donc, je voulais savoir. Alors Antoine, c'est le compte. Alors, si vous trouvez un alors, pardon. Premièrement, BAL n'impose pas de call. Donc BAL 3 n'impose pas de call, effectivement. Ce que BAL impose, c'est que s'il y a un call, il ne peut pas être avant 5 ans. C'est pas la même chose. On est d'accord. D'ailleurs, il y a, comme je vous l'ai dit, un nombre non négligeable de T2 qui n'ont pas de call. Donc ça, c'est vrai. Mais T2, je vous rappelle, ils ont tous des maturités finies. Donc, si vous avez un T2 qui a 7 ans, le call n'est pas très important, vous voyez. Par contre, un titre perpétuel sans call, je crois que je n'ai jamais vu. Et j'en ai vu beaucoup, mais je peux me tromper. Et si vous en trouvez un, dites-moi. On m'a dit que ça existait on m'a dit que ça existait. Enfin, quelqu'un de mon équipe en a croisé. Donc, Bon, vous savez quoi, vous voyez mon email, je vais vous donner les contacts. Si vous en trouvez un, je suis intéressé. D'accord, très bien. Je prends note et puis je vous dirai. Parce que d'après moi, c'est quand même curieux. Hein. C'est-à-dire que non seulement, je crois qu'il y a toujours des calls, je crois, et je suis très heureux si vous trouvez le contraire, on verra. Hein. Mais je crois aussi qu'ils sont toujours périodiques. C'est-à-dire que parce que vous voyez, si vous passez la balle du call et que l'objet est perpétuel, après, il n'y a plus de call, jusqu'à l'infini, vous voyez. Et je ne crois pas que cette situation existe non plus. C'est-à-dire que non seulement je ne crois pas qu'il y ait de titres émis sans call, AT1, mais je ne crois pas non plus qu'il y en ait émis avec un nombre fini de call. Je crois qu'ils sont toujours, en pratique, hein, soit perpétuels, soit continus, pardon, soit à des dates récurrentes, souvent tous les 5 ans. Ok. Je vous tiendrai au courant. Si je vous en prie. Si jamais la personne à qui j'ai demandé me trouve un call contraire. Oui. D'ailleurs, si c'était le cas, ça ne serait pas la fin du monde à modéliser, sans doute. Hein, il faudrait que je réfléchisse, mais bon, voilà. Le call pour un problème de modélisation, mais l'absence de call, sans doute pas. Hein. Effectivement, je pense. Deuxième question, du coup, vous aviez mentionné que il y avait des modèles qui prenaient uniquement la part risque de marché pour la modélisation. Oui, le prix de l'action. Donc, c'est le prix de l'action, tout à fait. Non, les premiers modèles qui ont existé ont fait ça, effectivement. Mais du coup, pour votre modèle, est-ce que l'absence de la prise en compte, c'est-à-dire carrément l'inverse de ce que font les autres modèles, en fait, l'absence de la prise en compte du prix de l'action ne gêne pas finalement trop la calibration? Je vous rappelle que vous parlez à une société qui est vie dans l'equity credit. Donc, ça a été compliqué pour nous de faire cette démarche. Parce qu'effectivement, le premier modèle que j'ai fait, il y avait une composante equity. Parce que Intesa San Paolo, ce n'est pas un exemple de société où il n'y a pas d'equity. Donc, on pourrait imaginer effectivement modéliser l'equity, ce que je peux faire, et ce que j'ai fait historiquement. Donc, je vais vous montrer ce qui se passe. C'est une bonne question. Regardons ce modèle. On pourrait très bien imaginer qu'en plus d'avoir des défauts par régime, on ait des volatilités par régime.
peut imaginer qu'au moment de changement de régime, il y ait un saut sur le sous-jacent. Qu'au moment du regulatory bail-in ou contractuel bail-in, il y a un saut sur le sous-jacent également. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est possible. Tout ça, c'est calibrable. En particulier, ça génère un smile et c'est calibrable sur les options du sous-jacent. Donc, vous voyez, je vais dans votre sens. C'est possible, non seulement c'est possible, mais j'ai le modèle. Enfin, j'ai déjà fait le modèle et je l'ai utilisé. Il se trouve que les AT1 sont perpétuels, les T2 sont long terme. Les options sont pratiquement toutes court terme. Donc, vous vous retrouvez avec un modèle qui est fait pour du long terme, qui va être calibré sur 5-10 ans, avec des options qui maturent dans 1 an. D'accord, vous êtes forcé de faire une énorme extrapolation. Alors, il faut rajouter des machins, donc ça ne marche pas très bien. Et puis, arrive un problème spécifique, qui est la valeur de l'action au moment où il y a un bail-in. Alors là, bon courage. On sait bien que l'action va être faible. On sait bien qu'il va y avoir un saut. On avait fini par dire le saut, c'est moins 75% parce qu'il est incalibrable, ce saut. Il y a la probabilité tellement faible, et c'est en tellement de temps qu'il n'y a aucune option, il n'y a personne qui vous dit comment ça va être calibré. Vous voyez? Et donc, il va falloir le faire au doigt mouillé. Tout ça fait qu'en fait, on perd beaucoup de temps et beaucoup d'énergie sur quelque chose qui apporte en fait pas grand-chose pour les AT1 et les T2. Et donc, on a fini par se dire que ça a été compliqué chez nous, hein, parce qu'encore une fois, on a une culture equity, hein, mais on a fini par se dire non, basta, c'est pas la peine de rajouter les options là-dedans, ça n'apporte pas grand-chose au public. Vous voyez, ça ajoute du bruit, de la complexité. Bon, alors, ceci dit, maintenant, Antoine, si vous me dites que vous êtes un trader spécialisé dans l'arbitrage entre AT1 et options, parlons-en. Mais avant de voir ce trader-là, à mon avis, j'aurai une barbe blanche. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça reste sympathique et comme idée. Les gens ont déjà du mal à comprendre qu'il faut calibrer les AT1 et T2 et les CDS ensemble. Alors, si en plus vous leur demandez de mettre des options en plus, je pense qu'on est dans l'univers de la science-fiction. Mais je peux le faire. Mais je ne le fais pas parce qu'en fait, ça ne me paraît pas raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends totalement. Merci beaucoup pour cette réponse très complète. Peut-être une question juste après ça. Est-ce qu'avec ce modèle à régime, vous pouvez calculer la sensibilité ou plutôt la corrélation avec le prix de l'action, justement, si on a envie de… si on a ses cocos dans un portefeuille pour, par exemple, analyser le risque du portefeuille, est-ce que ce modèle-là permet d'appréhender la notion de corrélation? Non. Non, et pour une raison assez importante, c'est que, encore une fois, pour parler de corrélation, ce n'est pas au doigt mouillé, il faut que je puisse la calibrer. Or, je n'ai pas d'objet equity dérivative de maturité 5 ans, même 1 an, même 2 ans. Ça va être des maturités de 3 mois ou 2 semaines. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable d'essayer de calibrer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est faisable, mais je ne suis pas très confortable. Je ne suis pas très confortable parce que tout ce que vous allez me donner comme equity dérivative, ça va être très très court terme. Et je ne suis pas sûr que mon modèle, lui qui regarde des AT1 à 10 ans, 20 ans, soit en 5 soit bien cohérent avec tout ça. On se doute bien hein, que la probabilité de bail-in, ces changements de régime et tout, ça a un lien avec l'action. D'ailleurs, ce que je vous ai montré ici, c'est en couverture. En couverture, ce que je vous propose, c'est une couverture en CDS. Alors, le CDS que j'ai pris, c'est le 5 ans 2014, le standard, hein, le benchmark. Je ne me sens pas confortable de vous donner une couverture en action. Donc, si vous me dites, je vais couvrir mon AT1 en vendant des actions, combien il faut que je fasse comme delta? Bon courage. Ce n'est pas raisonnable. Ce n'est pas raisonnable de traiter un AT1 comme une option web exotique. Ce n'est pas une option sur le sous-jacent. Oui, il y a sans doute une corrélation, mais de là à en faire un delta, vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas confortable. Par contre, couvrir avec CDS, oui, tout à fait. Ça me paraît plus qu'opportun. CDS 5 ans, CDS 10 ans, long terme, oui, tout à fait. Ça me paraît normal. D'accord, merci. Mais encore une fois, pour rebondir un peu aussi sur la même chose,
les desks que je vois, moi, qui font ces titres, ne sont pas des desks equity. Hein. Ils utilisent... j'attends de voir un hedge fund qui va me dire « Mais si, moi, je fais l'arbitrage avec l'equity. » Mais je l'attends. Mais je n'ai pas vu encore. Hein. J'espère que je n'ai pas botté en touche votre question. Non, pas du tout, c'était très clair. Par contre, si ce n'était pas une coco, mais c'était une vraie convertible, là, par contre, évidemment, vous auriez un modèle sur l'equity. Ce qu'on fait, absolument. Et là, c'est notre spécialité. Enfin, c'est notre spécialité. C'est ce qui nous fait vivre. Tout à fait. Tout à fait. Et là, effectivement, la problématique du smile, des actions. Prenez par exemple Tesla qui a des convertibles et qui a beaucoup d'options. La calibration jointe des convertibles avec les options devient un vrai problème. Ça, tout à fait, absolument. Mais il n'y a pas de doute que le convertible est equity dérivatif. C'est écrit dans le. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans le mémorandum, la partie equity dérivative. Ce n'est pas du tout un equity dérivatif pour un AT1. Oui, c'est pour ça que le nom est trompeur, en fait. Enfin, le terme coco. Oui, mais c'est quand même. Oui, parce qu'il existe aussi dans l'univers. Absolument. Parce qu'il existe aussi dans l'univers des convertibles. Hein. Un coco, ça existe aussi dans l'univers des convertibles. C'est un coco dans les convertibles, c'est une conversion qui ne peut avoir lieu que quand un trigger a été dépassé, vous voyez? C'est-à-dire qu'on vous donne une convertible, mais que vous ne pouvez pas convertir tout de suite, qui sera convertible que si un événement arrive. En général, c'est quand le prix dépasse un certain seuil. Donc ça existe, et c'est le même terme, mais vous avez raison, totalement différent. Parce que je n'ai jamais vu de trigger écrit sur le prix de l'action, malgré les tonnes de travaux académiques qui disent que c'est ça qu'il faudrait faire. Et ben, c'est pas ce que BAL a voulu faire, et c'est pas ce qu'aucune banque ne fait.